Ça y est, donc bonjour tout le monde. Ça me fait franchement plaisir que vous soyez là très, très nombreux ce midi. Mon nom est Samuel Pagé-Plouffe. Je vois des gens qui me saluent dans le chat. Donc, ça fait vraiment plaisir. Là. Il y a des gens de différentes municipalités, des citoyens d'un peu partout à travers le Québec. Donc, on est franchement content que vous soyez là en si grand nombre ce midi pour ce webinaire là, organisé conjointement par Vivre en ville et le Centre québécois du droit de l'environnement sur la décarbonation des bâtiments, sur la transition énergétique des bâtiments et sur le rôle que peuvent jouer les municipalités dans cette optique. Donc, mon nom est Samuel Pagé-Plouffe, je suis directeur des affaires publiques et gouvernementales chez Vivre en ville. Je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui. En fait, ce sera surtout mon collègue Bilal et Anne-Sophie Doré du Centre québécois du droit de l'environnement. Juste un petit mot là, sur Vivre en ville. Vous savez, Vivre en ville, on travaille à la transition écologique, à la transition énergétique des collectivités québécoises et il nous apparaît de plus en plus clair qu'il faut prioriser la décarbonation des bâtiments, qu'il faut agir en cette matière-là. Décarbonation des bâtiments, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sortir les hydrocarbures, bon, notamment le gaz naturel. Vous verrez qu'il sera beaucoup question pendant la présentation aujourd'hui. Il y a Vivre en ville qui s'y intéresse, mais on est énormément aussi, vous avez vu, c'est très présent dans l'actualité, cette question-là de la décarbonation des bâtiments. Ça fait couler beaucoup d'encre dans l'espace public et je crois que ça continuera à en faire couler au cours de l'année qui suivra. Dès maintenant, là, je cède la parole à mon collègue Bilal Tabaychoun, qui va vous présenter les enjeux concernant la décarbonation des bâtiments. Et ensuite, là, Anne-Sophie Doré du CQDE suivra pour vous présenter le rapport qui est rendu public aujourd'hui. Bilal? Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Bilal, je suis conseiller en transition énergétique ici à Vivre en ville. Je vais partager mon écran tout de suite. Bien heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Ma présentation précède celle d'Anne-Sophie parce qu'en fait, je vais poser les bases de la décarbonation des bâtiments pour ensuite examiner les voies juridiques pour les municipalités. Lorsqu'on pense à vivre en ville, on pense au développement de modes de vie durables du bâtiment jusqu'aux agglomérations. Puis aujourd'hui, on va se concentrer sur le bâtiment. Aujourd'hui, notre présentation, elle concerne la décarbonation des bâtiments, mais on se concentre spécifiquement sur la consommation énergétique. En rapport avec le rapport de recherche du CQDE, on ne traitera pas du carbone intrinsèque, donc notamment tout ce qui est émissions de GES par rapport aux matériaux puis aux modes de construction des bâtiments, mais on va se concentrer spécifiquement sur la consommation énergétique. Puis mon but aujourd'hui avec Anne-Sophie, c'est de vous montrer tout d'abord qu'il y a des voies juridiques, il y a des possibilités pour décarboner le bâtiment au niveau municipal, mais que c'est également une nécessité, puis qu'il faut agir dès maintenant. Je vais commencer par une slide rapidement au niveau du gaz naturel au Québec. Ce qu'on voit ici, c'est notamment les différentes sources d'énergie primaire au Québec. Puis ce qu'on remarque, c'est que le gaz naturel représente 15% de l'énergie disponible, de l'énergie primaire qui est mobilisée. Au Québec, on n'a aucune production qui est commerciale. Donc, l'ensemble du gaz naturel est importé de l'Ouest canadien et des États-Unis. Environ 80% selon les chiffres d'Énergie de ce gaz naturel et du gaz non conventionnel, donc notamment du gaz qui est obtenu par fracturation hydraulique. Ce que ça fait en sorte, c'est que c'est des processus beaucoup plus coûteux en termes monétaires, financiers, mais également en termes de coûts sur les écosystèmes. Donc, ce n'est pas le gaz on va dire le plus classique qu'on puisse avoir dans notre réseau. Le gaz naturel qui est distribué au Québec, il est à 99% d'origine fossile. Lorsqu'on entend parler d'énergie, de gaz naturel renouvelable, il ne faut pas oublier que ce gaz naturel renouvelable, pour l'instant, il constitue moins d'1% du gaz naturel distribué par le réseau. Et en fait, à l'horizon 2030, la cible réglementaire, c'est 10% de gaz de source renouvelable dans le réseau. Donc, on est bien loin d'un gaz carboneutre. Pour terminer, le gaz naturel au Québec, ça représente 14,3% des émissions de GES.
Ici, dans ce tableau, les deux lignes que que j'ai fléchées représentent la distribution des clients chez Énergir en termes résidentiels, commercial, institutionnels. C'est en milliers. Et en dessous, vous avez le volume en millions de mètres cubes, donc pour les mêmes catégories. Énergir, on utilise ce tableau-là. Énergir distribue 97% du gaz naturel au Québec. Donc, c'est en grande partie le gaz naturel qui est consommé. Le gaz naturel, ce qu'on observe, c'est qu'il est toujours utilisé dans le chauffage de l'espace et de l'eau pour les bâtiments. Puis il constitue 8% de la consommation d'énergie dans le secteur résidentiel, puis 27% dans le commercial et l'institutionnel. Ici, ce qu'on voit, c'est notamment la séparation des émissions entre commercial, institutionnel d'un côté et résidentiel de l'autre. Donc, on voit que le commercial et l'institutionnel, dont le bâtiment, est responsable d'à peu près 60% des émissions et l'autre 40% provient du résidentiel. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis 1990, on a observé une réduction des émissions de GES dans le secteur du bâtiment, une réduction des émissions de GES de près de 25%. Par contre, cette baisse des émissions provient principalement du secteur résidentiel. Puis en fait, ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'une des principales mesures qui a amené cette décarbonation, c'est la sortie du mazout et l'interdiction du mazout dans le cadre bâti. Par contre, lorsqu'on regarde le commercial et l'institutionnel, on observe une croissance de près de 16% des émissions depuis 2019, et c'est en grande partie en raison d'un plus grand usage du gaz naturel. Et en fait, lorsqu'on observe le 25% de réduction des émissions dans le bâtiment depuis 1990, ben, il ne faut pas oublier qu'en ce moment, on est en train de stagner. Entre 2015 et 2019, les derniers chiffres, on a au contraire observé une croissance de 2% des émissions dans le bâtiment, et ça en fait encore le troisième secteur le plus émetteur en GES au Québec. Ici, rapidement, une illustration qui montre les sources d'énergie primaire et leur rapport aux émissions québécoises. Puis en fait, ce qu'on observe, c'est que tout en haut, le secteur des bâtiments, il est responsable de 10% des émissions au Québec, et le chauffage le chauffage au gaz naturel des espaces et de l'eau est responsable de 6% des émissions au Québec. Donc, quand on considère le bilan québécois, tout secteur confondu. Aujourd'hui, là, on a posé un peu le contexte des émissions et la place du gaz naturel dans le bâtiment. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi un enjeu de temporalité. Lorsqu'on observe le gaz naturel dans le bâtiment, il y a tout d'abord, ce qu'il faut remarquer, c'est l'enjeu des nouveaux bâtiments. Donc, à chaque année, on continue de construire des bâtiments, que ce soit dans le secteur résidentiel ou dans les secteurs commerciaux et institutionnels, des bâtiments qui sont alimentés au gaz naturel. Puis ça, c'est des bâtiments qui vont continuer à émettre des émissions pour les 15 prochaines années, et ça au minimum, parce qu'en fait, c'est une estimation très prudente et ça dépend beaucoup du degré d'entretien des appareils. Puis nous, il y a vraiment un concept sur lequel on tourne beaucoup, c'est l'enjeu du verrouillage carbone. C'est-à-dire que ces infrastructures-là, ces nouveaux bâtiments, c'est des infrastructures et des investissements qui perdurent dans le temps, puis qui vont ralentir la transition écologique dans le secteur dans les prochaines années. Puis ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il y a les nouveaux bâtiments d'un côté, mais il y a également les appareils au chauffage dans le bâti existant qui se renouvellent. Une partie de la totalité des appareils de chauffage au gaz naturel se renouvelle à chaque année. Et donc, tout ce renouvellement, c'est on repart pour 15 nouvelles années dans le cadre bâti existant. Puis nous, on donne comme exemple notamment l'exemple du règlement sur le mazout. L'interdiction du mazout dans le bâtiment, effectivement, il interdit l'installation d'appareils de chauffage au mazout dans le cadre bâti, mais également il interdit le remplacement des appareils en fin de vie par un autre appareil au combustible fossile. Et donc, c'est un peu cette stratégie-là qu'on encourage au niveau réglementaire, c'est-à-dire un abandon du gaz naturel dans la consommation énergétique des bâtiments en interdisant le raccordement et l'installation d'appareils de chauffage dans le nouveau bâti, puis également un encadrement de l'abandon progressif dans le cadre bâti existant, notamment au rythme du renouvellement. Puis ça peut prendre différentes formes réglementaires, puis Anne-Sophie va vous les présenter, notamment pour les municipalités. Ce qui est aussi intéressant, pourquoi on s'intéresse à l'enjeu du bâtiment, c'est qu'il y a des solutions à maturité qui existent déjà.
On entend souvent parler de performance énergétique et de normes de construction, isolation, étanchéité, densification du cadre bâti en font partie. Il y a également des procédés techniques. Récemment, dans les médias, on a entendu parler d'accumulateurs thermiques, de thermopompes. En fait, c'est tous des procédés qui vont réduire la consommation énergétique du chauffage de l'espace et de l'eau, notamment en période de pointe. Cette pointe-là, elle est importante parce qu'au Québec, c'est un peu l'enjeu principal, c'est-à-dire lors des périodes de grand froid, notamment en matinée et en soirée, toute la demande énergétique québécoise atteint des sommets. Puis, alors que Hydro-Québec pourrait subvenir aux besoins en électricité du Québec le reste de l'année, ces pointes-là constituent un défi parce qu'on a beaucoup de charges de demande en même temps. Puis, au-delà de la performance énergétique et des procédés techniques, on peut penser notamment à la tarification dynamique pour inciter les gens à déplacer leur consommation hors des périodes de pointe, puis également des programmes comme ILO qui permettent une gestion plus fine de la consommation énergétique dans le bâtiment, notamment pour déplacer la demande en électricité des périodes de pointe vers les périodes les moins achalandées. Je veux également insister sur le fait que l'enjeu de la décarbonation du bâtiment, c'est également un enjeu qui est bien inscrit dans les politiques publiques. Le plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec insiste sur une réduction de 50% des émissions de GES par rapport à 1990, et ça à l'horizon 2030. À l'horizon 2050, l'objectif général, c'est la carboneutralité. Il est aussi important de préciser que pour le plan directeur de transition énergétique Québec, le secteur résidentiel est vu comme le premier à avoir achevé sa transition énergétique. Et le commercial et l'institutionnel doit afficher le plus haut taux de progression des énergies renouvelables d'ici 2030. Puis pour finir, il y a également le comité consultatif sur les changements climatiques qui considère la conversion énergétique des bâtiments comme un des 3 principes cadres dans l'aménagement du territoire. Maintenant, aujourd'hui, avec le rapport du CQDE, on insiste sur la compétence, mais également la nécessité d'aller de l'avant avec une réglementation au niveau municipal. Il y a déjà des initiatives au niveau municipal, notamment au Québec. On peut penser notamment à la déclaration d'urgence climatique qui a été adoptée par des centaines de municipalités au Québec, puis qui encourage à des engagements concrets en termes de décarbonation. La Ville de Montréal exigera que tous les bâtiments soient zéro émission d'ici 2025. Ça va faire l'objet d'une réglementation et il y a même une consultation qui s'en vient d'ici la fin de l'année. Puis, j'aimerais également souligner que dans la plateforme municipale pour le climat de l'Union des municipalités du Québec, on considère que la décarbonation des bâtiments, c'est un enjeu incontournable de la transition énergétique. Puis, on encourage les municipalités à aller de l'avant avec la conversion des modes d'énergie dans le cadre bâti. Puis sinon, un tour d'horizon plus général, partout en Amérique du Nord, les municipalités sont à l'avant-plan de ce projet réglementaire, de ce chantier de conversion énergétique. On peut penser notamment à la ville de Vancouver, à des villes comme San Francisco et Berkeley, à des dizaines de villes au Massachusetts, puis également à la ville de New York, qui sont tous allés de l'avant avec des projets de règlement et de la réglementation pour faire sortir les énergies fossiles du cadre bâti. Donc, c'est sur ça que je vais vous laisser. Puis, je vais céder la parole à Anne-Sophie. Puis, je vous encourage également à poser vos questions dans le chat. On tâchera d'avoir une période de réponse à la fin de la présentation. Merci. Oui, bonjour tout le monde. À mon tour maintenant de partager ma présentation. Donc, voici normalement, à partir de maintenant, vous devrez voir mon écran. Merci. En effet, un grand nombre de participants, ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce rapport du Centre québécois du droit de l'environnement qui a été réalisé en partenariat avec Vivre en Ville. D'ailleurs, je les remercie pour cette belle collaboration. Nous, on est très contents de pouvoir travailler sur justement les pouvoirs des municipalités parce que les municipalités, ce sont des actrices clés pour la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques, comme ma présentation va le démontrer. Puis d'entrée de jeu, avant de débuter ma présentation, j'aimerais aussi remercier mes collègues Philippe Beauty et Flavie Rio-Routier qui ont collaboré à l'écriture de ce rapport-là avec moi et également à nos collaborateurs au Centre québécois du droit de l'environnement qui ont participé à l'élaboration du rapport.
Donc, avant de changer de diapo, je vais m'auto-divulgacher, disons-le comme ça, en vous mentionnant déjà la conclusion du rapport, parce que je pense que c'est important de commencer comme ça. Bien évidemment, le rapport, il conclut que les municipalités ont des pouvoirs nécessaires pour agir pour réglementer les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments. Puis l'objectif de la présentation et du rapport, finalement, c'est de vous présenter quelles sont les voies réglementaires pour y parvenir. Comme si je change ma diapo, je vais commencer quand même par vous présenter rapidement le Centre québécois du droit de l'environnement. En fait, c'est le CQDE et un OBNL qui offre une expertise juridique indépendante en droit de l'environnement. Donc, la mission, c'est de mettre justement cette expertise juridique-là au service de la population et de la protection de l'environnement. Et comment est-ce qu'on le fait? C'est par ces 3 axes d'intervention principaux. Donc, la première axe d'intervention, information et sensibilisation. Donc, on a une ligne d'information juridique qu'on appelle la ligne verte, donc par laquelle des citoyens, des groupes de protection de l'environnement, des élus, des médias nous posent des questions justement sur comment est-ce que le droit peut servir à la protection de l'environnement. Donc, des conférences comme on le fait aujourd'hui et une clinique juridique également, donc des stagiaires de l'ensemble des universités du Québec là, pour les facultés de droit qui nous épaulent dans cette mission-là, dans ces différents axes d'intervention. Il y a aussi, on s'implique dans tout ce qui est réformes législatives et réglementaires qui vont toucher au droit de l'environnement. Donc, je ne me suis pas présentée d'emblée, donc moi, je suis avocate au CQDE et je suis principalement responsable de ce volet-là, donc de réformes législatives, réglementaires, les mandats de recherche. Et finalement, ben, on fait certaines actions et interventions en justice lorsque c'est jugé nécessaire, là, notamment afin d'assurer que le cadre juridique soit le plus à même, en fait, de protéger l'environnement et notamment la biodiversité. Donc, si je commence avec la présentation d'aujourd'hui, je vais vous présenter d'abord pourquoi une action municipale. Ça semble évident pour certains, mais l'action municipale est vraiment nécessaire dans la lutte au changement climatique. Je rappelle certains éléments ici que Bilal a présenté dans sa propre présentation, mais pour vous présenter, disons, un angle un peu différent. Donc, d'abord, il y a évidemment la politique cadre d'électrification de lutte contre les changements climatiques là, qui porte le nom de Plan pour une économie verte. Donc, en fait, le ministre de l'Environnement a cette obligation, en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, de mettre en place une politique cadre pour lutter contre les changements climatiques. Finalement, là, la politique qui a été adoptée par le gouvernement, c'est le PEV. Et il y a différents plans, il y a eu 2 plans de mise en œuvre qui ont été adoptés là, pour assurer la réalisation des objectifs qui sont identifiés dans le PEV. Et moi, je le répète, il y a aussi un des éléments là, qui a été mis en place à ce titre-là, c'est le règlement sur les appareils de chauffage au mazout qui prévoit le retrait et l'interdiction graduelle des appareils de chauffage au mazout. Je vous mentionne dès maintenant parce que je vais y revenir là, dans ma présentation, là, en fait, à la fin de ma présentation, de l'impact, je vais le dire comme ça, de l'action municipale dans l'édiction de ce règlement-là. Par contre, il y a plusieurs auteurs qui il y a différents auteurs qui ont critiqué, je vais le dire ainsi, là, le PEV, à savoir est-ce que c'est vraiment un plan complet de lutte au changement climatique. Et il y a le rapport qui s'appelle le Plan pour la carboneutralité au Québec, trajectoire 2050 et proposition d'action à court terme qui a été publié en juin dernier. C'est un rapport de l'Institut Trottier qui a été rédigé par Simon Langlois-Bertrand et Normand Mousseau. En fait, ce rapport-là nous indique notamment qu'il y a des actions qui sont prévues au PEV sont en fait insuffisantes pour atteindre des objectifs qui sont fixés en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est notre objectif principal qui est établi et dans le plan, mais aussi dans la loi sur la qualité de l'environnement, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % à l'horizon, par rapport à 1990, à l'horizon de 2030. Donc, déjà, le rapport nous mentionne en fait que les actions qui ont été identifiées ne nous permettront pas d'atteindre ces objectifs-là selon les auteurs.
Donc, un élément intéressant, en fait, c'est que le rapport nous mentionne également là, des actions qui seraient nécessaires à mener en matière de bâtiments, notamment là, justement le retrait des énergies fossiles comme source énergétique des bâtiments. Et ce retrait-là serait à réaliser à court terme. En fait, là, on nous parle dans ce rapport de 2023. Et en fait, pourquoi je vous parle également de cette critique-là qui est faite du plan qui est mis en place? Parce que finalement, il y a des objectifs qui sont mis en place par le gouvernement, mais on a besoin de tous les acteurs de la société pour atteindre ces objectifs-là, et notamment, évidemment, les municipalités. Et à ce titre-là, autant le gouvernement du Québec, dans le plan pour une économie verte, que le GIEC, dans son dernier rapport là, de 2022, identifie les municipalités comme des actrices clés afin de relever les crises climatiques. En fait, le GIEC parle même des municipalités comme étant des collaboratrices incontournables dans la transition climatique. Puis, au-delà, en fait, de cette déclaration qui sont davantage politiques, je vais le dire comme ça, il y a aussi les tribunaux qui nous parlent du rôle essentiel des municipalités pour la protection de l'environnement. Et ces décisions-là des tribunaux, elles ne sont pas nécessairement récentes, en ce sens que c'est une évolution jurisprudentielle qui est bien établie, notamment afin de reconnaître dans la décision Sprétec qu'on parle des municipalités comme étant des fiduciaires de l'environnement. Donc, finalement, elles doivent agir, elles ont ce rôle-là d'agir pour la protection de l'environnement comme fiduciaire. Il y a aussi, évidemment, le principe de subsidiarité qui a été appliqué en droit québécois, notamment dans les décisions Sprétec et Restigouche. Grosso modo, le principe de subsidiarité, ça vient nous dire finalement que les municipalités, elles ont la légitimité d'agir, mais aussi c'est finalement que l'acteur le plus proche du moyen décisionnel qui va créer l'effet le plus important sur le terrain devrait prendre action dans ce cas-ci, pour la protection de l'environnement. Puis on va un petit peu plus loin aussi dans Restigouche en mentionnant même que les municipalités, elles ont le devoir d'agir selon les principes de prévention et de précaution. Donc, elles devraient considérer ces principes-là qui sont des principes de développement durable dans leur prise d'action quotidienne, mais également, évidemment, tout ce qui va toucher à la protection de l'environnement. Donc, une fois que je vous parle justement de quel est le rôle des municipalités, je vous souligne cette citation-là de la Cour suprême qui a été faite dans les renvois relatifs à la loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, donc autrement connue comme étant la taxe carbone. La Cour suprême nous parle dans les termes de la citation de la crise climatique, mais j'attire vraiment votre attention sur la partie qui nous mentionne que finalement, la Cour mentionne les changements climatiques comme étant un défi existentiel, puis elle dit dans le fond que finalement, toutes les parties à l'instance reconnaissent que c'est un défi existentiel. Puis la Cour nous mentionne qu'il s'agit d'une menace de la plus haute importance pour le pays, dans ce cas-ci, c'est le Canada, et de fait pour le monde entier. Donc, il y a quand même une reconnaissance assez importante disons, des enjeux et de l'urgence de la situation, même par le plus haut tribunal au pays. Donc, cela étant dit, donc je vais un peu tracer le portrait des enjeux davantage de lutte au changement climatique, à la crise climatique, et comment finalement les municipalités peuvent le faire de façon plus précise sur l'enjeu dont on parle aujourd'hui, qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, la décarbonation des bâtiments. Il y a deux voies réglementaires principales que nous, on a identifiées. Donc, d'abord, la loi sur les compétences municipales. Donc, je vous mets ici là, dans la diapo les principaux articles qui nous permettent aux municipalités d'agir en matière d'environnement. Donc, c'est une compétence qui est générale en environnement, qui n'est pas nécessairement évidemment axée sur la lutte au changement climatique. Donc, d'emblée, je vous parle de l'article 4 de la loi sur les compétences municipales qui dit finalement de manière très claire que toute municipalité locale a compétence dans les domaines suivants. Et il y a une série de domaines qui sont listés, notamment au paragraphe 4, l'environnement. On vous mentionne également là, dans la diapo et dans le rapport l'article 6 de la loi sur les compétences municipales, parce que cet article-là, finalement, nous explique comment est-ce qu'on peut exercer ces compétences-là qui sont données par la loi sur les compétences municipales. Donc, de dire finalement que ça peut être réglementé pour une prohibition,
que l'application d'une ou de plusieurs des dispositions du règlement peut s'appliquer à une partie ou à la totalité du territoire de la municipalité. Et également que ça peut évidemment viser des catégories et des règles spécifiques pour chacune des dispositions des sujets abordés. On ajoute à ça dans la loi que toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d'environnement. Donc, encore une fois, on rappelle cette compétence-là à l'article 19. Aussi, en fait, c'est important de le souligner, là, il y a des mesures réglementaires qui peuvent être adoptées par les municipalités, mais aussi des mesures non réglementaires, en ce sens qu'il y a des politiques aussi qui peuvent être adoptées par les municipalités pour agir par la compétence générale en environnement. Et on ajoute à ça un autre article de la loi qui prévoit disons, un pouvoir général d'intervention pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement, qui est l'article 85 de la loi. Qui, dans ce cas-ci, c'est une disposition qui autorise les municipalités à adopter des règlements qui visent véritablement à faciliter la réalisation d'objectifs tels la santé et la sécurité publique. Mais cette disposition-là ne confère pas un pouvoir qui est illimité, là, évidemment, mais c'est un pouvoir de réglementer qui peut être utilisé pour occuper un champ de compétences qui est non dévolu clairement, expressément, de manière claire par la loi aux municipalités. Puis, c'est un article aussi qui donne une certaine marge de manœuvre là, dans l'action municipale, finalement, puis notamment, en fait, dans le champ de compétences qui est l'environnement et la lutte au changement climatique qu'on inclut dans ce grand champ de compétences-là. Pardon, j'ai passé trop vite sur celle-ci. Il y a par contre des éléments à garder en tête là, pour pouvoir utiliser ces pouvoirs réglementaires-là. Donc, notamment le fait que les municipalités peuvent réglementer un sujet tant qu'il n'est pas l'objet d'un règlement provincial. Donc, c'est l'article 3 de la loi sur les compétences municipales qui met cette balise-là à l'action municipale. Ce que ça veut dire finalement, c'est qu'il faut porter une attention particulière à tout ce qui est conflit de loi. Donc, dans le fond, le pouvoir de réglementer qui est prévu notamment là, aux articles 4, 19, 85 est subordonné évidemment là, à cet article-là qu'on vous mentionne et se faisant toute disposition d'un règlement adopté en vertu de la loi est inopérant s'il est inconciliable avec un article ou d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou de l'un de ses ministres. Donc, un conflit de loi, finalement, c'est une situation dans laquelle des dispositions de deux lois ou règlements se contredisent vraiment. Donc, pour le dire simplement, en fait, là, ça va être vraiment s'il y a une situation qui fait en sorte que le respect d'une disposition doit entraîner le non-respect de l'autre. Donc, autrement dit, là, si il y a une disposition qui dit oui, tu peux faire telle action, mais il y a une disposition provinciale, par exemple, qui va dire non, cette action-là n'est pas possible. Je vous l'exprime de façon assez directe là, pour illustrer là, ce que peut être un conflit de loi dans ce cas-ci. Et également, là, ce principe-là est repris aussi à l'article 118.3.3 de la loi sur la qualité de l'environnement, qui prévoit aussi que les règlements adoptés en vertu de cette loi ont préséance sur les règlements municipaux portant sur le même objet, sauf s'il y a approbation du ministre. Donc, vraiment, ce qui est essentiel, par contre, ici, là, de se rappeler, c'est que ce soit exactement le même objet qui est réglementé pour qu'un règlement municipal ne puisse pas être adopté par une municipalité, évidemment, en contradiction avec un règlement ou une loi provinciale. Donc, il faut vraiment que ce soit le même objet. Donc, on fait tout de même le constat qu'en fait, les municipalités, elles peuvent et elles doivent agir là, dans la lutte contre les changements climatiques, mais il faut avoir en tête là, ces balises-là pour faire cette action réglementaire-là. Et comme autre voie d'action pour la réglementation municipale que nous avons identifiée, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, en fait, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que les municipalités peuvent adopter des règlements de construction. Donc, c'est je le mentionne aussi, là, c'est de la compétence des provinces de légiférer en matière de bâtiments et de sécurité des incendies notamment. Là. Par contre, il y a aussi le gouvernement fédéral qui publie des codes de construction, dont le Code national du bâtiment, qui donne des modèles, en fait. Puis ces codes n'ont pas de force de loi, là, les modèles fédéraux. Par contre, ils vont pouvoir être adoptés par une province, un territoire, une municipalité. Donc, souvent, on va retrouver des références là, à ces codes, le Code national du bâtiment et les différents guides, les différents modèles qui sont prévus, qui sont adoptés par le gouvernement fédéral.
on va les retrouver des références dans la réglementation municipale. Donc, au Québec, là, de façon plus précise, le législateur québécois a adopté la loi sur le bâtiment qui a pour objet d'assurer la qualité des travaux de construction des bâtiments ainsi que la sécurité du public qui y accède. Et la loi sur le bâtiment prévoit l'adoption par la régie du bâtiment d'un code de construction et d'un code de sécurité. Et finalement, bien, ensuite, là, il y a aussi les municipalités qui peuvent, par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, même qui peuvent, mais qui doivent, adopter un règlement de construction. Donc, il y a certains pouvoirs là, qui se leur sont délégués par la loi. Et moi, je vous ai mis, en fait, les deux principaux paragraphes. C'est un article beaucoup plus long, l'article 118 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Mais je vous ai mis les deux paragraphes qui semblent le plus pertinents à la discussion qu'on a aujourd'hui. Soit que ce règlement-là peut également prévoir de réglementer les matériaux employés dans la construction et aussi là, tout ce qui est normes de résistance, de salubrité, de sécurité ou d'isolation de toute construction. Donc, finalement, en fait, là, on peut penser que les municipalités pourraient utiliser l'article 118, paragraphe 1, là, pour réglementer tout ce qui est matériaux de construction là, employés pour, par exemple, le chauffage des bâtiments, les chauffages d'éléments dans le bâtiment. À garder en tête, encore une fois, il y a des éléments à avoir en tête là, pour assurer l'application réelle, concrète et faisable là, des règlements municipaux de construction. Le premier, en fait, c'est l'article 193 de la loi sur le bâtiment qui nous dit qu'un règlement municipal, comme un règlement de construction qui porte sur une matière qui est prévue au code de construction, ne peut pas avoir pour effet d'édicter une norme qui est identique ou équivalente à celle contenue dans le code, ni avoir pour effet de restreindre la portée ou l'application de ces normes. Donc, finalement, on revient un petit peu à la même idée on ne peut pas avoir un conflit de loi, mais aussi, dans le fond, ce n'est pas nécessaire pour un règlement de construction municipale de prévoir une norme qui va être exactement la même que celle qui est déjà prévue au code de construction. Par contre, c'est le potentiel de conflit immédiat entre un règlement municipal qui réglementerait les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments et l'article 193 de la loi sur le bâtiment semble assez limité, en fait, parce que l'article 193 et les différentes normes qui sont adoptées en vertu de cet article-là dans le code de construction, ça semble davantage porter, par exemple, sur des types de normes de certification, par exemple, d'appareils, davantage que sur la limitation des choix des appareils de chauffage, par exemple. Donc, en fait, en fonction de ce qui est déjà prévu en ce moment dans le code de construction, nous, on estime qu'il y a un potentiel qui est très limité là, pour qu'un règlement municipal qui réglementerait les émissions de gaz à effet de serre joue sur les mêmes normes, les mêmes enjeux que ce qui est déjà le cas dans le code de construction. Un autre élément que je vous mentionne, c'est l'article 77 de la loi sur la régie de l'énergie qui prévoit que toute personne qui demande doit recevoir les services d'un distributeur de gaz naturel pour autant que la demande soit faite dans un territoire qui est desservi par le réseau de distribution. En fait, encore une fois, ce n'est pas un risque ou une limite importante à la réglementation municipale pour réglementer les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, mais c'est quand même à souligner, en fait, là, que cet article-là prévoit que une personne peut faire la demande d'être connectée au réseau. Mais disons que c'est tout l'importance aussi que les municipalités visent bien dans le règlement qu'est-ce qui serait l'objet de la réglementation, là, donc par exemple les équipements de chauffage. Donc, une petite parenthèse là, que je vous fais ici là, parce que c'est une particularité montréalaise. Donc, ça ne s'applique pas, ce n'est pas d'intérêt pour l'ensemble des municipalités, mais je pense que c'est important de le souligner. En fait, la communauté métropolitaine de Montréal a un pouvoir particulier de réglementer l'assainissement de l'atmosphère que les autres municipalités ne détiennent pas. En fait, la CMM, elle peut adopter un règlement sur l'assainissement de l'atmosphère et ce règlement-là s'applique au territoire de l'agglomération de Montréal en raison d'une délégation qu'il y a eu par voie réglementaire. En fait, les autres municipalités, elles ne peuvent pas faire la même chose, elles ne peuvent pas en fait réglementer sur l'assainissement de l'atmosphère parce qu'elles sont soumises à la réglementation municipale sur le même objet, donc au règlement sur l'assainissement de l'atmosphère qui est adopté en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Et pour qu'une municipalité puisse elle aussi exercer ce pouvoir réglementaire-là, il faudrait qu'il y ait une délégation expresse du ministre de l'Environnement à cet effet. Donc, tout ça pour dire que
cette particularité-là, donc ce pouvoir particulier de la communauté métropolitaine de Montréal, elle n'impose pas pour autant de limites dans la capacité de réglementer des autres municipalités pour favoriser la décarbonation des bâtiments et la lutte contre les changements climatiques. Donc, finalement, c'est comme, disons, une autre porte d'entrée qui serait possible pour la communauté métropolitaine à Montréal, pardon, si elle souhaitait réglementer, mais ça n'impose pas de balises dans l'action des autres municipalités. Donc, en bref, là, au risque de me répéter, là, finalement, ce qui est vraiment le message principal de ce rapport-là, c'est tout simple. Les municipalités ont les compétences, elles ont les pouvoirs de réglementer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment. Et en fait, la démonstration va un petit peu plus loin en ce sens que le gouvernement, le Québec, s'est donné des cibles de réduction des gaz à effet de serre. Il y a des moyens d'action qui sont identifiés par le gouvernement, mais il faut aussi que l'ensemble des acteurs s'investissent dans cette lutte au changement climatique parce qu'il y a urgence d'agir, comme le démontre le rapport que je vous ai présenté, mais également là, des décisions même de la Cour suprême. Donc, les municipalités peuvent agir et en fait, elles ont toute la légitimité de le faire, là, comme les tribunaux l'ont reconnu. Puis même, et c'est là que je reviens sur le règlement sur le mazout, elles peuvent agir comme une force politique aussi pour créer un mouvement. Puis c'est ce qu'on a vu en fait avec le règlement mazout, alors que finalement, dans son analyse d'impact réglementaire et dans ses justifications à l'adoption de ce règlement-là, le gouvernement, le ministère nous parle déjà de l'action des municipalités qui avaient annoncé leur intention de réglementer sur le mazout. Donc, on peut voir aussi qu'en plus d'être une voie réglementaire possible pour les municipalités, elles peuvent agir en fait comme force positive pour la lutte contre les changements climatiques au Québec. Donc, c'est un tout petit résumé de notre rapport. C'est une présentation en bref parce que justement, on veut laisser la place pour les questions. Donc, c'est la fin de ma présentation. Vous voyez ici les adresses pour nous contacter, à la fois Vivre en Ville et le Centre québécois du droit de l'environnement, donc autant par courriel que les sites Internet sur lesquels vous allez pouvoir retrouver les rapports en 3 versions. Donc, il y a un sommaire, une version brève abrégée du rapport et le rapport dans son entièreté, dans sa version complète. Donc, vous pouvez les consulter sur le site soit du CQDE ou de Vivre en Ville. Et puis nous, ça me fera extrêmement plaisir de répondre à vos questions aujourd'hui.